Donc, je vais juste introduire comment les systèmes d'API classiques qui existaient avant la partie cloud, expliquer en quoi ça consiste une moderne data platform, et après de laisser la parole à deux experts, Benjamin. Benjamin. Alors, sur les systèmes BI classiques, ce qu'on voyait souvent chez nos clients, c'est que la plupart des données sont dans une entreprise, on les collecte, on les ingère depuis des systèmes de CRM, des ERP. Donc, c'est des données qui sont plus internes au système d'information. Donc, ça passe par une modélisation par domaine de métier. Ça passe par un long process d'extraction de TL, de transformation et après le chargement. Après, on spécialise des modèles. La modélisation, donc ça passe par plein de process de modélisation pour chacune des domaines métiers et pour servir plusieurs cas d'utilisation pour des reporting pour chacun des métiers, par exemple de la RH, de la finance, des métiers que vous connaissez dans l'entreprise. Donc ça, c'est les systèmes BI classiques. Après, depuis bientôt 5-6 ans, donc on voit un changement de paradigme avec l'émergence des data warehouses. Bon, data warehouse, le fameux data warehouse d'Amazon, Redshift, aussi l'arrivée de Snowflake, de BigQuery, donc les data warehouses proposés par le provider, le cloud provider. Donc dans ce shift-là, donc on voit qu'il y avait trois grands axes de différence par rapport au système BI classique. Donc sur la rapidité, donc on voit qu'il y a une scalabilité donc on a des data warehouses qui sont serverless, donc il n'y a pas besoin d'aller configurer tous les serveurs pour avoir une rapidité de réponse. Après, il y avait principalement ces aspects de séparation entre le compute et le storage, ce qui permet une scalabilité indépendante, que ce soit de l'un ou de l'autre. Et ça rend aussi la flexibilité, en plus de la scalabilité, donc de la flexibilité. Donc, on peut avoir un stockage qui coûte moins cher si on n'a pas besoin de beaucoup de calculs, donc on paye que ce qu'on consomme. Donc, il y a ces aspects de flexibilité, donc au serverless, le modèle de pricing qui est flexible, donc on paye que ce qu'on utilise. Et payer que ce que vous utilisez, ça permet que ces technologies soient adoptées par des entreprises de plusieurs tailles, des entreprises de 40 ou des startups. Sur la connectivité, on voit aussi que ces data warehouses permettent d'ingérer plusieurs formats de données, beaucoup plus que ce qui est possible avec les data warehouses en prem. Et après, le dernier aspect sur l'accès des utilisateurs, c'est qu'avec les systèmes BI on-premise, comme il n'y avait pas beaucoup de ressources, on ne peut pas lancer beaucoup de requêtes, on ne peut pas scaler à l'infini, et du coup, souvent, on voit des équipes dédiées, centralisées, qui s'occupent de cette partie BI. Donc, on ne peut pas donner accès à cette data plateforme à tout le monde. Donc, il y a juste une équipe centralisée qui s'occupe de cette partie. Donc, de ce shift-là, donc, il y avait l'évolution vers les data warehouse cloud, et l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul et de stockage qui est moins cher. Le remplacement des approches ETL par des approches ELT, quand on a plus de puissance, on charge toutes les données dans la data warehouse et après on réalise la partie transformation. On voit de plus en plus de besoins de self-service par les équipes. Donc, il y a plus de capacité de calcul, plus d'accès, on ouvre à plus d'utilisateurs, donc il y a plus de ces demandes pour faire plus de l'exploratoire des données. Et l'émergence aussi de reverse ETL, c'est que tout ce qu'on fait, par exemple, avec nos modèles de data science, tout ça, on veut les réinjecter vers vers les applications qui ont comme les CRM et les ERP. Donc, qu'est-ce qu'une moderne data platform ou data stack? C'est rien d'autre que c'est
ils mettent le data warehouse au centre, et après, il y a des capacités qui gravitent autour. Typiquement, l'intégration des données, l'ingestion en streaming. Donc, pour chaque grande capability, donc j'ai mis quelques solutions. Le data, la partie gouvernance qui contient la partie catalogue, la data observabilité. Dans la data observabilité, je vous conseille de voir Cyclé, c'est une société française. Pour la partie sécurité, donc il y a Preventara et Big ID, et là, d'autres outils, je pense que vous connaissez tous de Great Expectation. Voilà pour ma partie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, cette partie-là. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la partie transformation, qui est l'une des capacités pour lancer des traitements sur le data warehouse. Du coup, sur la fenêtre de vente, pour ça, c'est votre solution pour la partie data warehouse. Il y a Synapse. C'est des exemples, donc c'est pas exhaustif. J'y suis pour rien. Et voilà, il y a quelques alternatives, donc on peut partir soit sur on peut faire du Airflow, du DBT, du Dataform, qui est le plus proche des capacités de DBT. Ça a été racheté récemment par Google, et du Matillion pour les approches. Yes. Bon. Non, mais, oui, mais permettre de lancer. Voilà. Mais tu peux attaquer directement un data warehouse avec des opérateurs. Bon, bah, merci. Donc, je laisse la parole à Benjamin. Vous allez voir DBT de plus en plus. Ok, merci. Alors, je vais essayer de partager direct. Ok. Je vais aller chercher. Ça marche plus. Ok, alors moi, du coup, je vais me présenter en 2 secondes. Donc, je suis Benjamin Menet. Je suis data architecte chez AWS. Je travaille chez ProServe. Donc, la partie ProServe, c'est la partie consulting d'AWS. Et bon, là, vous voyez toute la hiérarchie de mon organisation. SDT, c'est la partie qui délivre les projets chez ProServe. Équipe, c'est la partie émerging technologie. On trouve des consultants Big Data, comme moi. On retrouve des consultants ML, on retrouve des consultants IoT. Et FR, bah, quel drapeau on est en face. Alors, je vais vous parler de DBT et de comment on peut intégrer DBT sur AWS. C'est pas l'exhaustivité je peux pas vous présenter l'exhaustivité des intégrations, mais c'est des exemples. L'idée, c'est de vous donner des idées, que vous puissiez répliquer ces idées chez vous dans vos entreprises avec vos clients. D'abord, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais juste lâcher le. C'est bon. Bon, d'abord, DBT, c'est une boîte qui a pris énormément de valeur. Hein. Elle est très à la mode en ce moment. Aujourd'hui, elle est valorisée de 4,6 milliards. Pour le coup, j'ai déjà lu le code source de DBT. La ligne de code Python, elle est bien valorisée. Hein. C'est impressionnant. Voilà, c'est utilisé dans à peu près 9000 entreprises worldwide. Il y a une communauté dont je fais partie. Je suis un des 20 000 membres de la communauté. En fait, la communauté, elle s'articule autour d'un Slack et elle est assez active. Hein. D'ailleurs, je pense que même si vous n'utilisez pas DBT, c'est intéressant d'être dessus. Il y a des discussions sur la modélisation de données. Enfin, c'est vraiment pointu. Moi, je conseille vraiment de suivre ça et il y a des échanges assez intéressants. Alors après, ce que fait DBT, bah, effectivement, c'est un outil de data modeling. Ça nous permet de modéliser nos données en utilisant du SQL. Ça, c'est vraiment le côté puissant de DBT, c'est que on va tout coder en SQL
quel que soit finalement le pipeline, tout à l'heure on a vu les data warehouse, là on va voir que il n'y a pas que les data warehouse, on peut aussi utiliser DBT pour modéliser ces données sur son data lake. Donc c'est des choses assez puissantes et en fait on peut n'utiliser que le SQL. Alors il n'y a pas que le SQL, ceux qui connaissent, on peut aussi utiliser des templates Jinja et ajouter ces templates Jinja au SQL. Donc, ça permet vraiment de retrouver des features de langage de programmation pour enrichir le SQL. Euh, si je vais juste sur ce qu'on a fait, alors là, pour le coup, quand je dis ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait côté Prosort France. On a vu que DBT, ça marchait que sur la partie data warehouse. C'est exactement ce dont vous parliez tout à l'heure. Après, on entend beaucoup parler des parties lakehouse maintenant. Et l'idée, c'était de se dire, bah, pourquoi on peut pas marcher DBT avec notre data lake. Et notamment avec nous. Nous, juste pour resituer dans le système AWS, c'est notre Spark Serverless dans notre programme. Et l'idée, c'était du coup de faire fonctionner DBT avec nous pour pouvoir utiliser les features de DBT sur le data lake. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à me les poser en petit comité. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait DBT? En gros, ça prend des données brutes que vous avez déjà chargées dans votre système. Sur un ETL, ça fait pas du tout la partie ingestion. C'est vraiment là que pour gérer la partie transfo et modélisation. DBT, ça va vous fournir une structure de développement. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que on le verra après, mais on peut abstraire finalement les sous-jacents sur lesquels ça s'exécute et venir imposer un standard de développement. Qu'on soit sur un dataware, qu'on soit sur un data lake, on est des développeurs qui bossent sur Snowflake, d'autres sur Redshift, d'autres sur BigQuery, il y en a. En gros, ça permet d'avoir le même standard de développement. Et ça, c'est intéressant à l'échelle d'une entreprise. Ensuite, enfin, Azure aussi, ça permet d'automatiser les tests sur les données. Alors, on est un peu moins, enfin, c'est pas un outil qui est là pour faire de la data analytics comme le Expectation ou TQ, même s'il commence à y avoir des intégrations. Mais il y a des tests sur la donnée qui sont assez intéressants d'avoir dès la construction du pipeline. Ça permet d'avoir un peu d'adresser un peu ces sujets de qualité de données. Moi, c'est une feature que j'adore, ça permet de générer la documentation automatiquement à partir de ce qu'on a fait. Du coup, il y a vraiment, enfin, on n'a pas de doc à écrire, on sait que la doc est faite. On ne peut pas. Ça s'intègre facilement avec tous les outils de déploiement. Je vous montrerai dans cette présentation, à la fin de la présentation, une façon dont moi j'ai implémenté un projet DBT chez un client. Je ne dis pas que c'est une vérité, il y a plein de façons de faire, mais au moins ça peut vous donner une idée. Donc, voilà ce que c'est que DBT, et voilà comment on a implémenté DBT avec en gros, l'idée, c'est on a un data footprint qui est ici. Il veut fonctionner avec DBT. Alors déjà, il peut utiliser Athena pour explorer ses données. Donc Athena pour ceux qui connaissent pas rapidement, en gros, c'est du SQL serverless. On paye à la requête sur AWS. Et le développeur, une fois qu'il a fait ses requêtes, il va pouvoir modéliser tout pipeline de données et tout ça, il va utiliser DBT. En fait, l'adapteur DBT que nous on a développé, il va utiliser l'Exformation pour ce qui est DDL. Donc, il va utiliser l'Exformation pour créer des databanks, des tables, créer la modélisation. En fait, pour tout ce qui est les manipulations de données, vraiment exécution des requêtes, traitement des requêtes, et là, en mode data lake, donc ça peut être sur les gros volumes. Et du coup, il va faire ça avec les Glue Interactive Sessions. Et donc, les Glue Interactive Sessions, c'est vraiment une feature de Spark en mode serverless sur ce que ça fait, c'est qu'en fait, lorsqu'on va lancer un projet DBT, ça va créer une Glue Interactive Session. Là, on a un cluster Spark à la demande. Il est une petite minute à se créer. Et ensuite, on est facturé à la minute d'utilisation de ce cluster Spark. Et dès que le projet DBT est fini,
on vient éteindre l'impératif session et donc on arrête d'être facturé. Tout ça pour les clients, c'est top, quoi. On va vraiment optimiser le coût d'utilisation de notre data. L'Lake Formation, c'est là pour gérer toute la gouvernance avec le but data catalogue en backend et les données qui sont stockées sur la. Là, on est full serverless avec tous les outils. On paye que à la console. On est vraiment, on va optimiser la. Ouais. Vas-y, vas-y. À gauche, tu mets des DT dans le local qui soit la machine du développeur. Ouais. Et de lancer depuis sa machine par un IDE. Il peut lancer sur un IDE. Moi, en fait, je développe avec PyCharm. Quand je vais faire la démo, enfin, je peux lancer sur un IDE. Il peut développer son projet DBT avec son IDE. Et par contre, quand il va le lancer, l'exécuter, ça s'exécute sur l'IDE. Ça va pas s'exécuter en local sur son projet Spark. Il y a des tas de scénarios où il y a le runtime avec le DBT qui tourne sur la machine dev, ça se connecte aux sources et ça se. En mode debug, parce que. Ouais, en mode debug, ça, on pourrait l'imaginer, mais du coup, on pourrait voir, on pourrait changer l'adapteur et se dire, par exemple, je sais pas, j'utilise un SQLite sur ma machine de dev, je fais mes devs comme ça, et par contre, quand je vais aller en prod, ou quand je vais exécuter sur AWS, là, je passe par ça. Mais il n'y a pas de Spark local sur, alors il y a un adapteur Spark qui existe, peut-être qu'il y a moyen de le faire tourner en local, mais ah ouais, ben ça pour le coup, c'est ce que je vais montrer. Tu vas voir, je développe mon projet dans PyCharm et quand je lance mes runs, ça va s'exécuter sur AWS en distance. Par contre, mon environnement de dev, moi j'utilise PyCharm, j'utilise ce qu'on veut, VS Code. VS Code, je crois d'ailleurs, il a un module pour DBT. Et du coup, il va aider à développer les templates Jinja et tout. Il peut être pas mal là-dessus. Au moindre test, on va payer en fait. Bah là, dans cet environnement, au moindre test, tu payes. Mais par contre, tu payes à la requête. C'est effectivement. C'est la conception de ça. Après, on est en serverless, donc l'infra, finalement, on la paye que quand on l'utilise. Là où on peut avoir d'autres services, on va être moins serverless, on va payer tout le temps. Même quand on est en prem, finalement. Serverless, Ouais. On paye pas. Et on paye pas, on va, ouais, c'est ton PC qui va, ouais. C'est une solution. Elles vont être compilées en local. On va transformer le Jinja, le templating Jinja et le SQL dans du SQL, dans du Spark SQL. Ça va être envoyé à l'impératisation et vraiment l'exécution de la requête, c'est vraiment lui qui exécute. Je trouve que c'est vraiment le point fort de DBT. C'est que le compute, il se fait vraiment là où est la donnée. Donc, là, c'est l'adapteur Blue. Et si je me remets ici, si je prends du snippet, le compute, il va être fait dans snippet. Et on a toute la puissance finalement du moteur. Donc ça, c'est un vrai avantage. Alors, il y en a un par défaut. Par défaut, c'est Parquet. Et après, tu peux, dans l'adapteur, tu peux changer le format de stockage. Tu peux le faire de manière générale, ton projet, et tu peux le faire par table. Si, je sais pas, tu te dis, mes staging, elles sont en Parquet, et puis mes zones d'exposition en ERC, parce que j'ai déjà dessus. C'est des exemples. Tu pourrais le faire comme ça. Ouais, c'est ça. Alors du coup, démo, en fait, je vais vous montrer un peu toutes ces comptes dans la démo. Ouais, vas-y. Pourquoi vous avez choisi Spark comme
Ou alors, est-ce qu'il existe d'autres adaptateurs de DB dans l'environnement Amazon, par exemple Athena ou... Ouais. Dans AWS, on a trois exécuteurs. On a Athena, on a Redshift et on a et C'est quoi les avantages et les inconvénients de Athena? bah, disons, Redshift, c'est le data warehouse, donc ça impose d'avoir ces données déjà mises dans le data warehouse. Après, même si avec on a du Redshift Spectrum, donc on peut, en fait, on trouve toujours un peu d'overlap, je dirais, entre les services. Avec Redshift Spectrum, on peut quand même attaquer des données qui sont sur S3, mais on va utiliser un data warehouse. Entre Athena et Glue, bah, c'est le moteur d'exécution sous-jacent. Athena, c'est Presto. C'est puissant sur du SQL. Après, on peut trouver des limites si on est vraiment sur des gros volumes de données. Aussi sur le modèle de facturation. Athena, quand on lance une requête, on est facturé au volume de données scannées par la requête. Et Glue, on est facturé au temps de compute de la requête. Et donc, en fait, parfois, Athena, c'est plus viable en termes de facturation parce que si on va scanner des énormes volumes, les requêtes, elles finissent par coûter cher. Là où, bah, finalement, du Spark, on va le distribuer sur plusieurs nœuds et ça peut être moins cher de l'exécuter avec du Spark qu'avec du Presto. Du coup, tu as déjà vu des setups où les gens choisissaient en fonction de leur use case de facturation ou... Pour le moment, non. Pour le moment, c'est les setups que j'ai vus, c'est soit ils ont un dataware et ils l'utilisent sur la chip. Athena, je l'ai pas croisé encore. Soit ils ont un data lake et ils utilisent. Ouais. En fait, il est quand même derrière le catalogue. Quand tu crées une table dans Information, ça l'a créé dans le catalogue, ça reste au Blue catalogue. L'Information, c'est plus enfin, c'est la surcouche au Blue catalogue pour les droits, la gestion des droits. Ah non, t'as pas mis, qu'est-ce que tu veux? Si tu pars si tu pars sans rien, sans database de créer, l'adapteur il va automatiquement créer une database dans l'Information pour gérer les droits. Si tu pars avec un existant, il faut que tes tables elles soient référencées dans le data catalogue. À partir de là, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé d'utiliser l'Information. Si c'est dans le data catalogue, ça marche. Je vais faire une démo maintenant. C'est la démo J'appelle Shop. Alors, je sais pas si vous avez déjà utilisé DBT, elle est assez connue. En gros, ça simule un shop online. On va retrouver des clients, des ordres, des paiements. On prend des données raw en CSV qu'on va charger sur la plateforme. On va les transformer dans une zone de staging. Là, c'est juste, on va remapper un peu les noms des champs. Ensuite, on enrichit, on crée un data mart avec cet enrichissement. Alors, je vous montre vite fait, je disais tout à l'heure, développement, tout ça. OK. Donc là, ici, vous voyez bien, c'est assez gros. Je sais pas où elle est. Tu peux regarder. Donc là, en gros, j'ai mon projet DBT. Dans le data, j'ai les data que je vais loader. Donc c'est des fichiers CSV tout bêtes, des clients, des ordres, des paiements. Voilà, tout bête. Chaque fichier CSV, il y a genre 2 ou 3 colonnes. C'est tout simple. J'ai un répertoire modèle. Je vais revenir à mon répertoire modèle. En fait, ce répertoire modèle, c'est là-dedans que je vais vraiment venir décrire toute ma modélisation. Et j'ai un fichier dbtproject.yaml. Si je vais voir dbtproject.yaml, en fait, là-dedans, je vais venir décrire mon projet, je le nomme, je viens décrire le profil que je vais utiliser. Ensuite, ça, c'est la configuration générée automatiquement par dbt. C'est juste pour lui dire quel répertoire, quel type d'information.
Et là, on a des infos intéressantes sur le modèle. C'est qu'en fait, ici, je viens de dire, ce projet veut matérialiser tout ce que je vais créer à la racine du projet dans une table. Je vais persister la doc. Ça va venir enrichir le data catalogue avec la doc de DDT. Et dans le staging, là, c'est pour optimiser les coûts. Je ne peux pas matérialiser la coût dans des tables. Je vais le faire dans des coûts. Comme ça, j'ai pas de réplication de. Tout à l'heure, je disais, c'est intéressant parce qu'en fait, tout le projet, on va le développer. Là, dans tout projet, je parle jamais de vous, en fait. Un projet SQL classique. Le seul truc qui va faire pointer vers vous, c'est que je vous dis que j'utilise mon profil Shop. En fait, si je vais sur mon profil local, je vais Spotify, un peu de VI, il y a bien de VI. Hop, j'ai un répertoire .dbt et profile .yaml. Et en fait, là, c'est le seul truc qui va faire pointer sur qui va dire que c'est Glue. Et là, je viens définir l'outil Glue, je viens définir un rôle projet. Là, c'est un rôle projet que j'ai configuré sur mon environnement AWS. Porte tous les permissions nécessaires. La région dans laquelle j'exécute mon projet, le nombre de workers, le type de worker. Schéma database, sans Spark, c'est la même chose. En fonction de ce qu'on va utiliser dans d'autres c'est de l'actif pour un programme. Ça, c'est le timeout pour créer un cluster Spark à la demande. La location, c'est là où je vais aller extraire l'output de mes données. Et le extra jar, là, c'est que je peux lui donner des leads en plus. Et là, typiquement, je vais utiliser des leads Moody dans la démo. Je sais pas si vous connaissez Moody. Moody, c'est un système de stockage pour pouvoir gérer de l'incrémental sur du data lake. Et on va pouvoir faire de l'observe et on va faire du merge sur les données. C'est l'équivalent de Woody, on va retrouver Iceberg aussi en open source, ou le nœud. Voilà, celui qui est assez connu et popularisé par Databricks, c'est Delta. Alors, si je reviens à mon projet, bah, je vais tout développer, comme je disais, en SQL. Donc là, je fais mes whiz, mes requêtes SQL. Et là, c'est mes zones de staging. Et en fait, ce que le DBT va faire, c'est qu'il va créer des vues par rapport à ce que j'ai développé dans mon SQL. Et je vais prendre par exemple ma table customer. Et en fait, dans ma table customer, là, je viens faire des références à, mes zones de staging, enfin, mes tables de staging que j'ai mis là. Par exemple, je fais une référence à ce que là, je staging customer ici. En fait, là où DBT, c'est hyper malin, c'est que, il va comprendre comment orchestrer à toutes les étapes de mon workflow. Et du coup, comme là, je fais une référence à ce customer, il va d'abord créer cette type de staging avant d'exécuter le customer. Pareil pour Render, pareil sur Paiement parce que c'est des références. Donc, ça, pour le coup, c'est DBT est vachement fort là-dessus. Tout à l'heure, je parlais des configs spécifiques par table. Typiquement, là, j'ai ajouté un bloc de config pour ma table. Et c'est là où je dis que cette table, la matérialise de manière incrémentale. Je vais utiliser un verbe sur le customer ID. Et je lui donne même une custom location parce que je veux qu'il le trouve à un autre endroit. Et là, je lui dis qu'il format. Donc, en fait, ce qu'il va faire, hein, c'est que il va faire un merge. Si j'ai deux fois des lignes avec le même ID customer, il va faire un merge et on va créer une seule ligne. C'est une location parce que c'est dans les mêmes. C'est ça le spécifique de la alors là, si tu joues d'abord des poissons de table avec t'as pas besoin de la mettre, c'est ça. Si tu mets rien, il va venir utiliser la location qui est ici, qui est au niveau de l'adapteur, et donc il va venir sauvegarder à cet endroit-là. Et par contre, en fait, ça, la custom location, je l'ai mis parce que parfois les clients ils ont déjà des détails avec leur propre structure. Et du coup, cette structure, avoir une seule structure unique pour tout le projet, ça les arrange pas. Donc il y a cette structure. Ouais.
pour, C'est ça. Tu peux imaginer avoir souvent, ce que je vois, c'est on va avoir un rôle projet. Le rôle projet, il va être configuré avec toutes les permissions nécessaires au projet. Et en fait, tous les développeurs du projet vont venir faire un assume du rôle ARM depuis définiment. Non, en fait, c'est parce que c'est l'interactive session qui va l'assumer. Ouais. Il faut, ouais, faut être vigilant à qui peut assumer ce rôle-là. Exactement. Dans mon profil local, j'ai un pass rôle, je peux faire un assume rôle de ce rôle-là. C'est comme ça que j'ai envie. Alors, je vais lancer ma petite commande DBT Seed, Pardon. juste pour charger les données. Je prends les questions en même temps, vas-y. Non, non, vas-y. Non, bah, DBT Seed, là, j'ai lancé une commande DBT Seed. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller créer dans les foundations la database DBT Demo 01. Et ça va venir me charger les points, enfin, ça va venir me charger les fichiers qu'on a plutôt les fichiers CSV. Ça va me créer des tables et les charger pour avoir juste ça. J'ai pas compris le lien, comment il fait le lien, parce que là, tu définis deux tables, le customer order. Qu'est-ce qu'il dit dans la config que se refaire à customer, j'imagine? Alors, ouais. Ça, c'est un bon point. C'est qu'en fait, il va créer une table qui va porter le nom de la requête. Donc, là, ta requête, elle s'appelle customers.sql. Il va créer une table customer. Alors, puis en fait, en réalité, ça devient une table dans laquelle tu auras déjà merdi les customers et les orders. Bah, ce que tu vas retrouver dans customers, c'est le résultat d'exécution de cette requête. Ouais. Tu as parlé d'une vue, Ouais. Pour moi, une vue, on doit deviner ce que j'ai non matérialisé, alors que là, dans ce setup-là, tout est matérialisé, non? Non, les vues, elles sont pas matérialisées, c'est des vues Spark, en fait, qui sont enregistrées dans le data catalogue de vue, mais il y a pas, les données sont pas matérialisées. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces vues-là, tu peux les attaquer que avec du Spark. Tu peux pas les attaquer avec du Athena, par exemple. Les vues Spark sont enregistrées dans le data catalogue, mais ouais, mais que tu peux utiliser qu'avec ça. Bon, bah là, on voit, il est en train de charger. C'est forcément beaucoup. Ah, tu peux matérialiser des tables. Là, c'était un exemple que je donnais pour la zone de staging, mais tu peux matérialiser des tables. Qu'est-ce qui fait que c'est une plupart de tout? C'est ce que j'ai mis dans le fichier YAML ici. Ici, là, j'ai mis materialized view. Donc, tout ce qui est dans staging ici, ça va être matérialisé dans des du coup, là, donc je bascule dans ma console d'information, ma database DBT 01, DBT Demo 01 n'existe pas. Je fais juste un refresh. On voit qu'elle a été créée, c'est mon projet là qui vient d'être créé. Et si je vais voir si je fais le view table là-dessus, je retrouve bien mes raw orders, raw payments, raw customers. Si je vais voir sur mon bucket S3, là, si je fais un petit refresh, on m'a créé mon DBT Direct Shop. J'ai ma database DBT Demo 01 et là, je vois bien mes rows qui ont été créés sur le store. Maintenant, je vais faire un DBT run. Donc là, le DBT run, lui, il va exécuter toute la pipeline, il va créer les vues, il va créer les tables customer, les tables orders. Ouais, en fait, c'est ce que je disais, alors, il y a peut-être une petite latence sur le Wi-Fi, mais encore, je suis pas sûr. Mais, ouais, en fait, il faut compter à peu près une minute. Parce que justement, c'est le temps de popper le Spark. Et du coup, ouais, c'est tout le temps comme ça. Pendant que ça s'exécute,
Donc, ça s'exécute, je peux vous montrer les fichiers schéma quand il y a meul. Ça, c'est un truc intéressant. C'est qu'on peut venir définir dans notre modèle, une description, des données qu'on va avoir dans notre schéma. Et là, typiquement, bah, je viens d'écrire que dans le modèle, la table customers, je viens de donner une description, et je viens donner des descriptions sur les colonnes. Et tout à l'heure, je parlais des tests. Je peux venir décrire des tests ici. Enfin, c'est des tests basiques, quoi. Mais je viens de dire, bah, justement, ID, je veux qu'il soit unique et not unique. On retrouve des tests un peu plus sympas, un peu plus complexes, si je vais sur orders. Là, j'ai un test de relationship. Et donc là, je viens d'écrire une relationship de customer ID dans la table order, qui fait référence à la table customer et aussi customer ID. Et donc là, c'est un peu comme s'il allait tester une contrainte d'intégrité référentielle. Il va aller vérifier dans la table customers, donc bien les customer ID qu'il y a dans les orders. En gros, les clients qui ont passé des commandes, c'est des clients qui ont dans la table customer en première fois. Et du coup, c'est ça. Ça va lancer des job spark, des selects, des, euh, ouais, un truc, c'est que ça ne le lance pas au moment de l'exécution du projet. C'est une fois que le projet il est fini, je fais un DBT test et c'est le test qui se fait a posteriori. Donc on peut pas le mettre dans un pipeline en se disant je vais tester en même temps que je fais mes chargements. Alors là c'est vraiment je fais mes chargements et ensuite je valide la qualité de ce que je change. Là il a fini, donc il m'a tout fait. Si je reviens dans ma console d'information, je vois que j'ai toutes mes tables. Si je veux requêter, alors il faut juste que je me donne les droits. Par exemple, si je veux requêter la table orders, en même temps je vous montre comment on met des droits sur les formations si vous l'avez jamais fait. Je me fais un grant. Moi, je suis l'admin. Hop, en tant qu'admin, sur, attends, je vais pas mettre orders, je vais mettre toutes les tables. Et je me donne les droits de select. Je vais dans Athena. Et là, voilà, si je veux faire un select sur ma table customer, j'utilise Athena, je requête mes données. Alors, il dit, il ajoute des champs de métadonnées dans les données. Et là, je vois le résultat des données en fait. Peut-être aller le dernier point sur la démo que je vais vous montrer, que je trouve sympa. C'est DBT Docs Generate. Donc en gros, je suis dev. Moi, j'ai juste configuré mes fichiers YAML avec les specs de mon projet. J'ai configuré mes requêtes. Maintenant, je veux générer la doc. Je fais un doc generate. Voilà, c'est un script commande. Ça va générer la doc. Ça prend un peu de temps. Allez, on ira voir la doc en dernier. J'ai un slide que je vais vous montrer. Le temps que la doc se génère. C'est mon exemple d'industrialisation. Ça, c'est un exemple que je fais chez un client. Donc, en fait, une fois que le client, il développe le data analyst, il développe son projet DBT ici. Et une fois qu'il est content, bah, il le commit dans le code. Et là, j'ai mis un code guide pour écouter sur la branche master de enfin, on va écouter que sur une branche. Donc, en gros, dev, il est sur son GitHub, quand il est content, il marche sur son master. Et hop, il code guide, dès qu'il voit un merge sur le master, il prend le code, il va le guider dans un container, il va choper tous les secrets de la prod dans le secret manager. Et ensuite, j'ai mon conteneur Docker ici qui est prêt. Et en fait, ensuite, j'ai un code watch event qui vient, c'est une comptable, qui vient lancer une lambda qui donne des ordres d'exécution dans AWS Batch. AWS Batch, si vous connaissez pas, ce qu'il fait, en deux mots, c'est une file d'attente. On balance, c'est une queue qui va récupérer le job. Et quand elle exécute le job, elle va monter l'infra pour exécuter le job. Donc, on va venir choper le conteneur qui est dans la conteneur registry,
ça va monter le conteneur dans un Fargate, ça va exécuter le projet DBT. En gros, le projet DBT, c'est les commandes que je vous ai mis faire, DBT run, tout ça. Et du coup, derrière, bah, ça s'exécute en Vue, ça vient choper les data sources dans le data catalogue, ça vient faire l'output dans un dataset. Et si le batch c'est dans l'exécuté, j'envoie une petite copie dans un DSS. Si ça plante, j'envoie le KO. Comme ça, l'admin il est au courant de si les produits DBT marchent. Donc ça, c'est un exemple d'un plan. On est full serverless, encore une fois. Franchement, il n'y a aucun serveur du pas. C'est, c'est, ouais. C'est un bon point. La doc, en fait, elle est générée. Ça, c'est vrai que je n'ai pas montré sur ce schéma. Mais dans mon exemple, ce que je fais, c'est que, une fois que j'ai fini tout le projet DBT, la doc, enfin, DBT doc généré, ça devient un JSON. Je récupère le JSON, je le mets sur un bucket S3. Et là, j'ai un site statique sur S3 qui affiche les JSON. Est-ce qu'il a fini? Ouais. Tu vois, là, il a fini la génération de la doc. Il m'a créé un fichier catalogue.json. C'est ça que je récupère. Je le mets sur un bucket S3. Et après, je fais dbt notes. Et là, ça m'affiche la doc. C'est magique. Et donc là, on retrouve toute la doc de mon projet, les différentes tables qu'on peut avoir. Si je vais dans Orders, par exemple, je retrouve toute la doc de ma table Order, les différents tests qui sont faits sur les champs, les descriptions des champs, les types, une description sur la table. On voit qui utilise la table, on voit ici le code source, on voit aussi le code compilé. Là, typiquement, il y a un template Jinja dans cette côté. Là, on voit qu'on référence plusieurs payment méthodes. Si je vais ici, là, on a implémenté une boucle forte pour éviter de se retaper tous les sommes avec les payment méthodes. Si je vous montre le code compilé par DBT qui va être envoyé à PySpark, le code compilé, il a bien remis des sommes comme ça, en SQL pur. Et dernier truc, c'est que la doc, elle génère le lineage. Et donc ça, c'est super cool. C'est que, alors je vais pas montrer, mais en gros, on peut définir qui utilise quelles données. Là, typiquement, j'ai simulé un projet de BI qui va utiliser ma table order. Donc on voit le lineage vers ma table de BI. La table order, elle vient des deux staging. Et donc, j'ai mon lineage de data sur tout le projet. Donc ça, c'est des features qui sont quand même trop cool. Le développeur, il a rien à faire, hein, ça se génère tout seul. Moi, j'adore. Voilà, j'ai fini. J'ai débordé un peu sur ta vie. Je sais pas comment on pourra communiquer. Ah si, je pourrais mettre dans le lien du meetup les liens, mais là c'est la doc DBT sur les adapteurs qui sont supportés. J'ai publié un blog post aussi pour utiliser l'adapteur Vue. Si vous allez dans le blog post, vous allez retrouver un template de formation qui fait le setup des permissions et tout automatiquement. Justement, le panneau rôle, c'est le template de formation, il fait tout ça, donc ça fait gagner du temps. N'hésitez pas à y aller. Ah, c'est alors non, le truc que j'ai présenté, il y a un blog post aussi, mais qui tourne sur la chip. J'ai une question. Nerveux, Non, la partie payante finalement de DBT. Non. ouais, mais il y a pas de feature intéressantes parmi Comment? Tu parles de DBT Cloud. Moi, pour moi, DBT, enfin, on en parlera après, mais allez, moi, juste en deux mots, je donne mon avis et puis on verra si j'ai tort ou pas. Mais mon avis, c'est que DBT Cloud, il va être vachement
qui va être sympa sur la partie dev et on va avoir des devs interactifs. Et ça, c'est vraiment top. Et l'autre partie, c'est finalement un peu cette complexité là que j'ai fait des DT Cloud de l'intègre. Eux, ils ont des features pour scheduler leur projet. Allez, je veux pas. Je te laisse la main. Pardon. On a encore C'est une dernière question. Ouais. Sur le testing, là, tu parlais de vérification de contraintes, etc. Si je fais des transformations, je sais pas, moi, concaténation de champ ou calcul d'un KPI, d'un KPI, des moyens de les tester aussi. En gros, de faire un peu un test unitaire sur des fonctions, quoi. Ouais. Parce que tu peux définir tes propres tests. Si toi, tu as des tests particuliers pour répondre à tes contraintes business, tu peux définir tes propres tests. C'est l'intérêt de la WS Batch, c'est son côté file d'attente. Si tu veux balancer, si tu veux en lancer 5-6 en même temps, par exemple, WS Batch, il va les scheduler. J'ai deux questions en fait. La première question, est-ce que de la même façon que les commandes DBT run, il n'y a pas une commande DBT validation de camp? Si, c'est DBT debug. DBT debug, elle va valider la conf du projet et que la connexion à la base de données marche. La deuxième question, en fait, on fait on peut influencer la manière avec laquelle la requête se déroule. Au DBT, on peut faire ça, c'est le langage de SQLite. En fait, derrière, c'est du Sport SQL qui s'exécute. Donc, pas définir des lignes. Non. Oui. Du coup, on va partager. Damien, il maîtrise. Ah ouais, j'aurais pu voir. En fait, tout le monde est je vais reprendre la main. Oula. Ah. Partager juste le PowerPoint avec Je laisse Damien, j'ai l'impression que t'es doué avec ça. Non, je prends tout, mais c'est tout déjà. Ah, ben voilà. C'est tout. C'est des activités. Google Slide. Genre, après, là, ça fait. Et pour moi, c'est comme ça que bon. Ouais. En fait, je suis pas encore à l'aise avec Internet, Google Chrome. C'est ça, c'est pareil. Moi, je serais très attention. Bon, mais bonjour tout le monde. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Nadal et je suis data ingénieur chez Eaton depuis septembre. Et depuis septembre, je suis en mission chez un client qui s'appelle Betclic. Et du coup, ici, chez Betclic, nous, on a mis en place plusieurs projets DBT et je vais un peu vous partager mon expérience de travail avec DBT et je vais notamment présenter
rapidement deux des projets sur lesquels j'ai pu travailler. Donc, avant de commencer, je vais présenter rapidement un peu tout ce que je vais présenter. Donc, rapidement, un petit contexte de la mission. Donc, qu'est-ce que je faisais chez Betclic et où est-ce qu'on a utilisé DBT pour en faire quoi. Ensuite, pourquoi on a utilisé DBT. Donc, il y aura peut-être quelques redites avec ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure, mais je vais passer rapidement sur ce qui a déjà été dit. Ensuite, j'ai passé aussi sur le workflow de développement. Parce que pour moi, c'est quand même une des bonnes pratiques de DBT, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des workflows de développement qui vont être assez complexes, qui vont se rapprocher de, on le verra plus tard, mais du software engineering. Notamment, on va pouvoir mettre en place des schémas de développement et de déroulement de modèles assez complexes. Ensuite, une des bonnes pratiques qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, c'est tout ce qui va être la partie testing, donc tester nos modèles, tester nos données, notamment la qualité de données qu'on a pu voir rapidement. Et je finirai par un petit tour de DBT Cloud, qui est nous la solution qu'on a utilisée chez Betclic, qui est, je pense que vous l'avez compris, pas nécessaire toujours. Mais... donc rapidement, moi je suis arrivé chez Betclic. En fait, il y avait déjà la DBT qui était en place dans l'équipe dans la communauté, ça s'appelle ROX. Donc, il y a aussi Edmond qui était là pour nous aider. Et donc toute la partie gestion était déjà mise en place, mais je vais quand même vous présenter rapidement pour que vous compreniez pourquoi nous on utilise DBT. Et rapidement, donc l'équipe ROX, elle chez Betclic, ce qu'elle doit faire, c'est rajouter du jeu dans le jeu. Donc en fait, ils vont mettre en place des missions, des programmes, par exemple, si tu arrives à placer ou à gagner 3 paris sur Roland-Garros, on va te passer 5, 10, 15 euros de fidélité. Et donc sur chacune de ces, on va dire, des opérations commerciales, ben, en fait, ils ont besoin de savoir si elle a plus ou moins bien fonctionné. Et donc du coup, nous, on va avoir accès à toutes les données de ROX, du coup, qui vont être liées aux missions, et on va les redescendre dans Snowflake. On utilise Snowflake, parce que je n'importe quoi. Et on a utilisé Snowflake et on va caler notre DBT là-dessus. Donc en fait, il va y avoir énormément de la configuration de toutes les missions, ça va être des données structurées qui vont être dans RDS. Et sinon, toutes les données qui sont liées à l'utilisation de ces missions, donc comment les utilisateurs ils ont évolué sur la mission, ça va être stocké dans des événements sur Dynamo. Ce qui est hyper important de comprendre là-dessus, c'est qu'en fait, les 3/4 des données qu'on va processer, ça va être des événements. Et donc, on a calé plusieurs streams pour aller faire du change data capture dessus. Donc, il y a toute une partie ingestion qu'on pourrait revoir en détail si ça vous intéresse. Je l'ai un peu gommé sur ces slides-là. Mais l'idée, c'est que notre Dynamo, elle va aller se synchroniser dans une table dans Snowflake et que sur cette table dans Snowflake, on va caler un stream et c'est DBT qui va consommer ce stream pour faire le change data capture. Donc, je vous ai dit que nous, on était dans l'équipe de ROX, mais en fait, on va s'occuper aussi bien de l'ingestion que de la transformation, que là, je l'ai pas présenté, mais aussi du reporting. On était aussi des outils de BI pour que le métier il puisse comprendre un peu les données qu'on a transformées. Donc, on a 3 couches un peu classiques. Donc, les sources qui nous arrivent de ROX, donc les sources, notamment les événements dont je parlais tout à l'heure, sont dans une couche bronze. On va les processer avec DBT dans une couche silver. On va les processer encore avec DBT dans une couche gold qui là ira alimenter plus tard les outils de BI. Je vais aussi présenter ici tout ce qui est BI parce que nous, je vous dis qu'on a tous les événements qu'on va ingérer, c'est vraiment uniquement lié aux missions, mais on va aussi avoir besoin de toutes les données. Tel utilisateur, il a placé tant de paris qui n'étaient pas forcément liés à ces missions-là, ou alors il a fait des dépôts et ainsi de suite. C'est des données qu'on n'a pas, c'est notre source. En fait, on s'est très vite rendu compte qu'ils ont développé énormément de use cases différents, énormément de types de missions différentes, et du coup, on va devoir créer plein de modèles différents. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait utiliser un projet DBT pour aller faire la transformation de la couche bronze de la couche silver, et un autre projet pour aller vers la couche jaune. Récemment, je suis arrivé dans notre équipe qui est l'équipe de betting, donc tout ce qui est, c'est l'équipe qui met en place toute la plateforme qui permet de placer des paris. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est quand même un projet qui est extrêmement critique parce que derrière, en fait, il y a des dizaines et des dizaines de personnes de la BI qui vont utiliser les tables qu'on va créer. Encore une fois, c'est des événements qu'on va processer, sauf que eux là, il y a plein d'événements qui arrivent. Des fois, il y a des doublons qui arrivent, donc il va falloir faire extrêmement attention à ça. Et surtout, le point le plus important, c'est que on n'est absolument pas sûr de la chronologie des événements qu'on va recevoir. Donc potentiellement, il y a eu 2 modifications d'un pari. Et on va avoir la première modification en dernier,
Donc c'est quelque chose qui va faire attention, qu'il va falloir s'occuper avec beaucoup d'attention, simplement. Et du coup, j'ai pareil dans la slide où je présente l'ingestion, j'ai pas parlé de comment on ingère les événements. On utilise ce qu'on appelle un Snowpipe sur Snowflake. Et apparemment, donc nous, c'est pas le cas, mais l'équipe de la Data Platform qui nous a demandé de mettre ça en place, ils ont déjà vu des événements, des fichiers qui arrivent de S3 qui sont tronqués. Donc, il va falloir faire attention à ça aussi. Donc là, pourquoi DBT? Je vais pas refaire toute la présentation que Benjamin a déjà fait, mais moi, ce qui m'importe, c'est que le projet il est open source. En fait, tout le code il est à disposition. On peut voir tout ce qu'il y a dedans, et surtout, on va avoir besoin nous de surcharger certaines des fonctions de DBT. Donc tout à l'heure, on disait qu'on ne pouvait pas trop aller toucher à comment DBT compiler. Bah, potentiellement, vous pouvez le faire. En fait, c'est possible. Notamment, nous, on a besoin de surcharger la méthode de merge parce que je vous ai dit qu'on n'était pas sûr de la chronologie d'événements. Eh bien, on a dû surcharger la fonction de merge pour pouvoir aller pour checker justement si on avait bien le dernier événement en base de données. Donc bon, voilà, un modèle DBT, c'est du SQL tout simplement avec potentiellement du Java. Et DBT, qu'est-ce qu'il fait? C'est uniquement la transformation dans des données qui sont déjà stockées dans un warehouse. Bref, on a déjà entendu parler. Un truc intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des variables. Donc déjà, DBT, il nous met à disposition certaines variables un peu built-in. Et en fait, on va aussi pouvoir nous rajouter des variables, ce qui va nous permettre de faire exécuter le code de différentes manières, qu'on soit en dev, en stage 2, enfin en stage, donc en pré-prod, hein, comme vous voulez l'entendre, ou alors en prod. Ça va nous servir, je vous montrerai un peu tout à l'heure pourquoi. Et aussi, une des bonnes pratiques pour moi, c'est que on a aussi un manager de package. Et donc, typiquement chez Betclic, quand on a 5, 6, 10 projets DBT dans une même entreprise, potentiellement, on va vouloir éviter la déduplication du code. Et donc, on va pouvoir faire un package commun à toute l'entreprise. Donc, tout le monde va pouvoir mettre des fonctions qui sont utilisées par tout le monde. Et qu'ensuite, on va juste piocher les fonctions à l'intérieur. Je pense que c'était une très bonne pratique. Bon, vous avez déjà vu du coup un premier modèle DBT. Donc, on a vu notamment la macro ref qui va nous permettre de faire appel à un modèle qui est déjà dans notre projet dans un autre modèle. Ça, c'est un des trucs importants. Et là, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est l'utilisation de la fonction, enfin de la variable pardon, target. Target, c'est une variable built-in DBT qui va nous permettre d'aller voir sur quelle database on est en train d'opérer. On va pouvoir aussi donner un nom à cette target, comme on le verra dans un second temps tout à l'heure. Et c'est ça qui va nous permettre de facilement pouvoir modifier la compilation de notre code au runtime. Donc, dès qu'on veut, on va juste regarder dans quel environnement on se trouve, est-ce qu'on se trouve sur la database de prod ou pas, et compiler le code différemment selon l'environnement. Bon, on a déjà vu ça, mais en fait, ce qui est aussi super intéressant avec DBT, c'est que on va se concentrer uniquement sur la logique métier. On va juste écrire des requêtes SQL. C'est quand même quelque chose qui est assez plaisant. Et en fait, DBT derrière va s'occuper de plus ou moins tout si on veut pas faire quelque chose de très custom. Donc, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, Benjamin, on va pouvoir rentrer dans la configuration assez précisément, donc au niveau du modèle, d'une table exactement. Mais si on veut quelque chose d'assez classique, on va pouvoir laisser DBT se charger de tout ce qui va être DDL. Il va créer lui-même les objets à partir de la configuration qu'on va lui demander. Donc, on n'a pas du tout besoin d'écrire attention, create table avec telle et telle colonne, tel type. En fait, au moment de compiler, de faire tourner le code sur notre warehouse, il va directement créer les objets sous la souris. Bon, on l'a vu du coup, les macros ref vont nous permettre de mettre en place un lineage un peu tout seul. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de facilement orchestrer notre job plus tard. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà compris, mais moi, ce que je trouve génial avec DBT, c'est que même si c'est un projet, on va dire, que du SQL, c'est quand même quelque chose qui va se rapprocher extrêmement d'un projet de développement classique. Donc, c'est un projet qui est souvent stocké sur GitHub, donc on va pouvoir bénéficier du versionning. On va pouvoir, je vous montrerai un peu plus en profondeur tout à l'heure, mais mettre de la CI/CD dessus. On va pouvoir avoir différents environnements, puisque avec l'aide des variables dont je vous parlais tout à l'heure, très facilement, on va pouvoir compiler notre code de manière différente. J'ai déjà dit aussi, pas de déduplication de code. On va avoir de la documentation assez facilement à l'aide de fichiers tout simplement YAML qu'on va pouvoir écrire rapidement. On va avoir du testing et aussi DBT, il amène énormément de metadata, donc on va pouvoir faire du monitoring sur les logs par exemple.
Encore une fois, enfin, pareil que Benjamin, si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez surtout pas, hein, pas de souci. Donc là, comment on va développer un nouveau feature quand on arrive dans une de nos équipes. Alors avant vraiment, qu'est-ce qu'on fait en tant que développeur quand on veut développer un nouveau feature? Je vais vous montrer plusieurs outils. Ça c'est un use case en fait qu'on a du coup chez Betting. Donc on a, je vous rappelle, plein d'événements qui arrivent. Et nous, l'idée à la fin, c'est d'avoir l'historique dans une table un peu structurée dans Snowflake de tous les bets qui se sont passés. Sauf que je lui ai dit qu'on aimerait bien mettre en place du testing. Ben, un des trucs de test, ça va être, par exemple, quand on est en environnement de CI, d'intégration continue, on va pas vouloir se baser sur les mêmes données que quand on est en prod. Donc là, c'est un peu la macro qu'on va utiliser, nous, pour aller requêter nos données dans nos modèles à partir de leurs sources. Donc là, ce que j'ai présenté en vert, ça va être les 3 sources différentes qu'on va aller pouvoir requêter à partir du même modèle avec une seule macro qu'on a écrite. Donc, si on reprend un peu l'arbre, donc on va commencer par haut. Premier truc que la macro va faire, c'est elle va regarder l'environnement dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on se trouve en développement? Est-ce qu'on se trouve en CI? Si oui, alors on va aller se baser sur des samples. Et des samples, c'est tout simplement des fichiers CSV qui vont être stockés sur notre projet, qui vont représenter une sous-partie de la source. Et ça permettra d'aller plus rapidement quand on va faire nos développements, par exemple, ou alors de faire des tests unitaires comme je le présentais tout à l'heure. Si on n'est pas dans ce genre d'environnement, on va regarder est-ce que c'est un backlog. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on se basait sur des événements et ensuite qu'on allait se baser sur des streams. Ce qui est super important, c'est que assez rapidement, on va pouvoir soit se baser sur ces streams-là, soit se baser sur la table de synchronisation sous-jacente. Pourquoi? Potentiellement, il y a eu une erreur dans la transformation, on a développé un autre truc et on veut reprocesser certaines données. Donc ça, on va pouvoir aussi le faire rapidement, on se après directement dans des BTK. Donc si on n'est pas dans un backlog, si on est dans un backlog, alors on va se baser sur la base, sur la table de synchronisation. Et sinon, alors on va vouloir se baser sur un stream. C'est là où on va pouvoir vraiment avoir beaucoup d'intelligence. Si on se base sur un stream, est-ce qu'il existe? S'il n'existe pas, eh bien on va aussi pouvoir très facilement le créer à la volée. En tous les cas, à la fin, on ne va pas sur le site. Et donc ça, c'est tout le reste du modèle. Donc là, vraiment, ça, c'est juste la sélection de la source à partir d'une macro. Et en fait, ça, c'est tout le reste du pipeline de données. Donc, le modèle en jaune ici, c'est ce qui va représenter tout simplement le select de la source. C'est pour ça qu'on appelle ça base. Et on va voir aussi les différentes couleurs, elles correspondent à différentes matérialisations. Donc, on en a déjà vu plusieurs tout à l'heure, donc vue, table et incrémentale. Il y a aussi une autre qui s'appelle éphémère. Et en fait, éphémère, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste prendre le code qui se trouve dans ce modèle et qui va le mettre dans l'autre modèle dans lequel il est appelé. Ici, le modèle compliance check. Pourquoi c'est important? En fait, c'est ce qui est bien dans DBT, c'est qu'on va pouvoir découper notre logique métier dans différents modèles, ce qui va nous permettre par la suite de très facilement pouvoir débugger et de beaucoup plus facilement pouvoir maintenir notre code. Donc ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir si les compliance, donc est-ce que les événements qu'on est en train de processer, ils sont tous compliant. Ça va avoir deux bienfaits. Le premier, c'est qu'on va pouvoir processer tous les événements qui sont processables et tous les événements qui ne sont pas processables, on va pouvoir les envoyer dans une table de rejet. Et en plus, comme ça, on va pouvoir faire de l'alerting directement sur cette table-là. Si les événements ils sont compliant, c'est-à-dire on pourra tout simplement les processer de manière classique. Et donc là, maintenant qu'on a vu un premier use case avec une macro qui est relativement complexe, et là je vais vous montrer un peu plus comment nous, en tant que développeurs, on va faire pour développer un nouveau feature. Le premier truc qui est super important, c'est de retrouver le manifeste qui se trouve sur la branche master. Donc là, on vient juste de faire notre branche. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier truc, on va faire un dbt compile. C'est un peu l'équivalent de dbt docs generate qu'on a fait tout à l'heure. Il va créer un manifeste qui va représenter en fait l'état à un instant T de tout votre projet dbt. On va faire ça pour ensuite, au cours de la phase de test pour la CI, on va tester uniquement ce qui a été développé et ce qui est impacté par ce qu'on a développé. Donc, dès qu'on fait ça, on va faire un premier commit sur notre branche et ensuite, on va enchaîner les développements sur notre branche tranquillement. Quand on fait nos développements sur notre branche, on est sur notre PC ou alors sur l'idée de dbt-code qu'on va voir tout à l'heure, et on va avoir nos connexions qui vont se baser sur la base de données de développement dans un schéma qui nous est nominatif. Pourquoi c'est intéressant de voir ça? C'est que du coup, on va pas aller impacter ce que le voisin à côté de nous il est en train de développer. Bon bref, si on est content de notre développement, on va lancer une pull request. Et au moment où on lance la pull request, il y a une suite de tests qui est tournée.
On verra le job concret tout à l'heure, les différentes choses que ce job d'intégration il va faire. Mais bon, l'idée, c'est de faire un DBT run et un DBT test de tout ce qui a été modifié et de tout ce qui est impacté par ce qui a été modifié. Si les tests sont passés, alors on va passer par un process de review classique. Et si on est content, enfin nos collègues sont contents de notre développement, alors on va pouvoir merger. À partir du moment où on va pouvoir merger, il y a deux choses qui vont se faire simultanément. Donc, directement, il y a un job qui va être déclenché pour générer la documentation et la mettre à disposition. Et ensuite, tous nos jobs qui se retrouvent sur la branche master, ils tournent régulièrement en stage 2, ou en pré-prod, hein, comme vous voulez. On appelle ça la stage 2. Et c'est l'endroit où tous nos tests, ils vont vraiment pouvoir, enfin tous nos modèles, ils vont se tester à grandeur un peu nature, parce que la stage 2, elle est utilisée par tout le reste des équipes techniques. Et donc forcément, c'est là où on va voir l'intégration de nos modèles et la régression. Si jamais, par exemple, le bac change un événement, eh bien potentiellement il y a un de nos jobs qui va casser ici, on va le voir avant de passer en prod. Si encore une fois tous nos tests passent bien en stage 2, alors on va pouvoir tout simplement faire un tag, une release et on va facilement pouvoir passer en production. Tous ces différents environnements, là je vous les montrerai tout à l'heure comment nous on les orchestre dans DBT Cloud. C'est aussi une des puissances de DBT Cloud. Ouais, pas de souci. Hein. C'est un cours par projet métier, par métier, ouais, c'est ça. Alors tout à l'heure, c'est vrai que je vous montrais qu'on avait pour une même équipe, il y avait deux repos, deux projets différents. Effectivement, ton intégration, tu ne pourras la faire que au sein d'un même projet. Alors du coup, ouais, en fait, tu vas avoir un peu les deux pendants. Tu as un repo partagé pour avoir un espèce de librairie commune dans laquelle tu vas pouvoir, par exemple, la macro, vous présentez tout à l'heure, celle-là, elle vient de la librairie commune. Mais par contre, chaque équipe gère son propre projet. Ouais, c'est ça. Alors, non, en tout cas, ça n'a pas encore été mis pour l'instant. La seule idée qu'on a pour l'instant, c'est de mettre un index et de aller taper sur la documentation de tel projet, mais c'est ce qui a été mis en fait. Sur un même projet, quand on était sur Rox, on était 3, entre non, 3 et 4, ça dépendait du temps. Sinon, en général, c'est 2 sur les autres projets. Le projet Rox, là, c'est un plus gros projet. On est 3 ou 4, sinon sur les autres. Alors c'est super intéressant. Jusqu'à il y a pas longtemps, c'était que des data ingénieurs parce que c'était aussi eux qui s'étaient enfin, on s'occupait aussi de la gestion des données. Et là, on s'est rendu compte que pour la plupart des use cases, notamment sur le projet Rox, c'est pour ça que moi je suis parti parce qu'il y avait besoin de data ingénieurs. Et ce sont des data analystes, même des BI ingénieurs qui ont repris la suite. Donc, tu peux avoir un peu de tout. Voilà. Tout à l'heure, tu as présenté une séparation de setting goal en deux projets DBT. Ouais. Voilà, raison de motivation. La motivation principale, c'était que il y avait énormément de use cases différents. Et du coup, ça, déjà là, dans celui-ci, le projet, il y a énormément de modèles. On parle, je crois, de 200 modèles. Du coup, c'était pour facilité de lecture et aussi séparation, isolation, en fait, simplement des domaines. Donc, là, c'est vraiment ce qui va aller requêter, nettoyer la source pour faire des data marts. Et là, c'est vraiment utiliser les data marts et agréger beaucoup de données d'API afin de faire une table gold qui va ensuite être utilisée par nous, ces tableaux. Mais... Ouais. C'est une super question aussi. En fait, au début, le job d'intégration qu'on avait, nous, concrètement, ce qu'il faisait, je vous montrer un petit peu tout à l'heure, mais ça sera peut-être un peu plus concret d'ailleurs, mais on faisait DBT run de tout le projet, et du coup, c'était super long à mettre en place. C'était une série qui prenait peut-être 20 minutes pour vraiment faire tout ton projet, alors que maintenant, en fait, on va utiliser ce qu'ils appellent un état, et en fait, l'état, c'est qu'il va comparer
la branche que tu es en train d'essayer de merger avec la branche master. Et du coup, tu ne vas faire un run que de ce qui a été modifié. Exactement. Ça va faire, je vous ferai un plus bon traitement tout à l'heure. Une question sur cette partie? Ok, on va. Sur le testing, alors peut-être que tu vas l'aborder Ouais. après. Bon, Mais vas-y. non, en fait, c'est parce que tu as évoqué le test qu'à partir du moment où tu as fait avec le Tibi, je crois. Mais j'imagine qu'il y a deux, enfin, donc est-ce que c'est les tests qu'évoquait Benjamin tout à l'heure, décrits dans le, Non, non. il y a deux parties. Ah, ok, bon. Mais je l'ai Bon, pas voilà. très bien. Enfin, en fait, je crois que c'est maintenant. Le code du maire, tu avais override. Il y a quelque chose de DBT, parce que dans le projet HIT, on refouler une version DBT. Alors concrètement, ce qui se passe en fait quand tu développes en DBT, c'est que il y a, on va dire, ça s'appelle DBT Core. C'est vraiment ce qui va faire fonctionner tout DBT, tu vois. Donc dès que tu fais un DBT run, ça va appeler des macros, enfin, des fonctions que eux ils ont créées. Et en fait, tout simplement, sur leur GitHub, tu peux prendre une de ces macros. Il y a une espèce de hiérarchie qui va être mise en place. Donc, quand tu vas faire ton DBT run, il va d'abord appeler les fonctions de DBT core. Et en fait, si toi tu l'as override dans ton projet, eh bien, il va appeler la fonction que toi tu as override dans ton projet. Parce que je pourrais te montrer complètement tout à l'heure quel macro projet Git. Tout est stocké sur Git, tout est à disposition dans mon projet core. Non. C'est toi, dans ton projet, tu vas pouvoir concrètement faire copier leur fichier, tu le colles dans ton projet, tu modifies ce que tu as à modifier, et au moment du runtime, il va aller choper ta macro et pas celle de DBT. C'est exactement ce que fait. En fait, le DBT Core, et le DBT Spark, ensuite le DBT. Effectivement, Il y a hiérarchie, un peu de hiérarchie. Le but, c'est que tu passes la fonction mère ou délègue dessus. Exactement. C'est vraiment exactement. Concrètement, le seul truc qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une variable qui, si elle est présente, il va vérifier au moment du merge que la date du pari, elle est bien, c'est bien la dernière. Il y a un autre code qui était différent avec le code dans le code SQL. C'est vrai que normalement, on évite des codes différents dans l'environnement. C'est souvent dans des BT ou Alors là, c'était vraiment un exemple. Nous, on va plutôt utiliser des macros qui vont gérer tout ça derrière. Donc, la macro là, que je vais vous présenter, enfin, présenter grossièrement là, en gros, c'est elle qui va regarder dans quel environnement on se trouve. Donc, il y a juste un select from et la macro, c'est elle qui regarde dans quel environnement tu te trouves. Ainsi de suite. Mais sinon, ouais, c'est vraiment complètement ce qu'on fait. On regarde si la target, c'est bien la prod, la CI ou le développement. Mais en fait, j'avais une dernière question. Il n'y a pas de souci. Tu as parlé de stream. Ouais. Tu déclenches vraiment, enfin, parce que moi, on me dit SQL, je pense batch plutôt. Et en fait, là, vous déclenchez vraiment, dès que vous recevez un événement, un pari, vous déclenchez un micro-batch, entre guillemets, SQL, ça, ou vous autorisez, ou comment ça marche? T'as raison, en fait, c'est concrètement, c'est du batch, mais c'est enfin, nos modèles, ils se branchent sur les streams Snowflake. Du coup, eux qui se remplissent au fur et à mesure que les données arrivent. Et nous, on va les processer en batch par derrière. Quand on va scheduler l'orchestration de notre modèle, on va lui dire, tu vas tourner toutes les 15 minutes. Et du coup, il va prendre les 15 dernières minutes. Face au test, on pourra revenir dessus ainsi. Du coup, la partie testing, c'est moi je l'ai découpé en 3 parties. Je pense qu'on pourrait en faire bien plus. Je vous parlais du coup enfin là c'est un peu la partie que Benjamin vous a déjà présentée, donc je l'ai présenté très rapidement. Mais voilà, les tests, on peut aussi les mettre en place directement dans le fichier YAML dans lequel il y a aussi la documentation présente. On va pouvoir faire des tests custom. Donc par exemple, DBT, il en met quelques-uns à disposition, unique, note nulle, reference by, enfin bref, il y en a quelques-uns. Mais on peut créer nos propres tests. Tout simplement, la seule truc qu'il faut faire, c'est que quand on écrit une requête SQL, et le but étant que la sortie de cette requête sorte toutes les lignes qui ne sont pas compliant avec le test que vous voulez faire passer. C'est le seul truc obligatoire. Et sinon, après, vous pouvez mettre vraiment des tests qui sont extrêmement complexes, qui représentent vraiment le métier, et c'est ça qui aura énormément de valeur. Ensuite, bah,
On aura juste à faire tourner des jobs régulièrement. Concrètement, ce qu'ils vont faire, c'est DBT, test, et là, ils vont passer tous les tests qu'il y a dans votre projet. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, une fois par heure, ou à chaque fois que, à la fin d'un de vos jobs, bah, par exemple, vous pouvez faire passer votre batterie de test pour s'assurer que dans les bases finales qui sont créées par votre projet, les données, elles sont bien qualifiées. Vous pouvez aussi mettre de l'alerting sur ces jobs pour que, bah, dire attention, là, il y a telle table qui a, je sais pas, 2 fois le même customer ID alors qu'il est censé être unique. Donc ça, c'est juste avant là, ça c'est tout ce qui se base sur les modèles qui sont créés par votre projet. Mais en fait, vous pouvez faire un peu la même chose avec les sources qui sont utilisées par votre projet. Donc là, c'est un peu la même idée. On va pouvoir aussi mettre des tests simples, uniques, non nuls, ou alors des tests custom. Il y a autre chose qui est assez intéressant, c'est pour ça que je l'ai présenté, c'est on peut aussi checker la freshness de votre source. C'est-à-dire, est-ce que dans la source, il y a bien eu des données dans les dernières 12 heures, 24 heures. Et soit faire une erreur, soit juste un warning à partir d'un certain temps. Il y a aussi des tests qui vont être plus complexes de rejet, comme je l'ai présenté tout à l'heure, où on va faire pendant votre pipeline de données certains checks. Et bah, tout simplement, si on est à trou, bah, on dit que l'événement est compliant, on va le processer. Et sinon, un test de rejet, paf, on le met dans une table de rejet. En fait, c'est pas montré ici, mais tout simplement pour chacune des tables que tu utilises, tu vas lui dire quel champ regarder pour. Et le dernier test que nous on a mis en place chez Betclic et qui je pense est assez intéressant, c'est un peu des tests qui se rapprochent des tests unitaires ou alors des tests de non-régression. Vous voyez un peu comme vous le voulez. Mais on va voir deux use cases, donc un comportement classique où on se base sur une source. Il y a une table qui est créée par notre projet qui se base sur cette source et une autre table qui se base sur la table 1. Donc ça, c'est un peu le comportement classique. Et je vous ai dit que par la CI, on faisait certains tests. Donc évidemment, hein, les tests, une partie des tests, c'est des tests, on va dire, un peu classiques d'unicité, de colonne à la fin de la transformation et ainsi de suite. Mais il y a aussi autre chose. Ouais, merci. On va aussi pouvoir faire des tests unitaires. Je vous ai dit qu'on se basait sur des samples. Donc, nous, on appelle des samples. Mais bon, c'est des fichiers qui moquent la source, hein, concrètement, un sous-ensemble de cette source. Et en fait, à partir de cette sous-ensemble de données, on sait exactement qu'est-ce qu'on va avoir en sortie. Donc, on va pouvoir créer ce que nous, on a appelé des expect. Donc, expect table 1, ça veut dire qu'à la fin de la transformation, quand on se trouve en CI, je sais que je vais avoir exactement ça. Et donc, nous, on a créé des tests custom qui vont tout simplement aller checker si la table 1 qu'on vient de calculer, c'est exactement la même chose que l'expect qu'on avait prévu à la base. Et ça va nous permettre d'éviter tout ce qui va être régression, parce que bah, si un jour on change quelque chose dans la table 1, eh bien la table 2 va être impactée. Et donc là, si la table 1 elle est modifiée, alors la table 2, ça sera pas la même que son expect, et du coup on va tout de suite pouvoir voir, attention, il y a une régression, donc là tu vas pas pouvoir committer ça, et ça c'est ce qui va se passer au cours de la série. Donc ça c'est, je pense, d'autres tests un peu par-dessus qui sont super intéressants. Donc rapidement, DBT Cloud, pourquoi nous on a choisi d'utiliser DBT Cloud? C'est pas du tout enfin vous allez voir, c'est pas du tout une promotion de DBT Cloud, mais nous c'est la solution qu'on a choisie pour gérer facilement l'authentification et les différentes autorisations. En fait, l'administrateur sur DBT Cloud, il va pouvoir dire telle personne il a le droit de lecture sur le projet, telle personne il a le droit d'écriture sur le projet, ainsi de suite. On va aussi avoir du coup des mots de passe qui vont être gérés par DBT Cloud pour accéder au projet. On va facilement pouvoir gérer les différents environnements, donc toutes les différentes credentials, tous les différents accès aux bases de données. Je vous ai présenté tout à l'heure dans le workflow développement, on a une base de données de dev, une base de données de stage et une base de données de prod. Et du coup, très simplement dans DBT Cloud, on va pouvoir mettre en place tous ces différents environnements. Il y a aussi, on va pouvoir facilement gérer les différentes versions de DBT. Donc, si dans un de vos jobs, vous voulez utiliser une version de DBT et dans un autre, une autre version, vous allez voir tout à l'heure quand je vous montrais, c'est super simple à mettre en place aussi. L'intégration avec Git, elle est aussi très bien. C'est-à-dire que on va pouvoir avoir des webhooks sur les commits ou alors sur les PR ou sur les merges, ainsi de suite, qui vont pouvoir trigger directement certaines choses dans DBT Cloud.
vous montrer. L'orchestration, elle est vraiment très simple à mettre en place. C'est juste dire, bon, ben voilà, on met un cron et c'est parti, tous les jours à telle heure, tu vas faire tourner tel modèle, tel modèle et tel modèle. Ou alors, ben, potentiellement des tests, comme je disais tout à l'heure. On va aussi avoir un IDE dédié, même si, bon, on en reparlera après. Et on va aussi pouvoir directement stocker la doc que vous a montré Benjamin. Donc, c'est un site web statique, tout simplement. Et elle va pouvoir être hostée sur DBT Cloud. Il y a aussi une API qui va vous permettre de facilement les trigger aussi tel ou tel job, ou alors créer des jobs. Enfin bref, vous pouvez aussi utiliser DBT Cloud uniquement en tant que uniquement pour l'API pour aller orchestrer, je ne sais pas, via Airflow directement derrière. En gros, tout ça, tous ces cours, c'est tout simplement pour accélérer le time to market. Mais c'est vraiment pour moi l'unique raison pour laquelle on peut utiliser DBT Cloud. Si vous êtes à l'aise avec d'autres outils, il va falloir les utiliser. Notamment l'IDE qui est dédié sur l'UI, il est vraiment, je dirais, très pauvre. Dès qu'on va sauver un fichier, il va essayer de refresh le bit state, ce qui prend environ 5 à 10 secondes. Et bon, bref, on va pas pouvoir faire de recherche across tous les files, ça ne marche pas. Enfin, bref, il y a il y a beaucoup de choses que nous on utilise au jour le jour qui ne sont pas encore disponibles et qui rendent l'utilisation assez emmerdante. Je vous ai dit qu'on va pouvoir stocker un site web, très bien, mais en fait, il faut d'abord avoir un mot de passe et un compte sur DBT Cloud. C'est-à-dire que sur les projets dont je parlais tout à l'heure, comme Betting, qui vont être ensuite utilisés par des dizaines et des dizaines de BI engineers derrière, on va pas pouvoir à la main leur dire bon, mais toi, tu as accès à DBT Cloud, toi, t'as pas accès, ainsi de suite. C'est pas viable pour moi. Et surtout, le point très négatif pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas encore de webhook à la fin d'un run. On va pouvoir avoir des alertes, donc des mails ou alors des messages sur Slack si un job est en échec. Mais par contre, on va pas pouvoir trigger, par exemple, un job de retry. Ça, c'est pas encore mis en place. Donc, je vais rapidement vous montrer un peu l'interface de DBT Cloud et pourquoi moi je pense que c'est... Ah, évidemment, j'avais zappé que c'était pas mon ordinateur. Ah, merde, quel con. Avant de trouver mon mot de passe en plus, merci. Bon, je vais faire un test rapide si c'est pas ça. C'est quand même dommage. C'est raté. Généralement, il n'y a pas de SSO. Non, il n'y a pas encore de SSO de pris en compte, à part sur la version entreprise. Non, il est là-bas, bah, à la limite, je vais le chercher. Ouais. Bon, je suis désolé pour ce contretemps. Je sais pas si vous avez des questions en attendant. Notamment sur la partie testing, je sais que tout à l'heure, Non, non, c'était clair, mais ça va. Ouais. Ça va. Alors, il y a... En fait, pendant la CI, du coup, tu vas avoir tous tes jobs qui vont passer. Et du coup, il va te dire, bon, mais il y a tel expect qui ne fonctionne plus parce que bah, c'est toi qui viens d'y toucher, hein, concrètement, mais tu ne pas forcément. Et à maintenir, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner une doc un peu externe pour facilement aller chercher les informations et reproduire ces expects justement s'il n'y a pas eu de souci. Et en fait, premier truc à faire, c'est est-ce que ce qui a cassé, c'est normal? Est-ce que c'est moi qui ai rajouté des données dans les samples et du coup, bah, c'est tout simplement un process qui est classique? Ou alors est-ce que j'ai vraiment cassé quelque chose? Si tu as vraiment cassé quelque chose, là, tu as des questions à te poser. Si, en fait, tu as juste rajouté des données dans tes samples et du coup, forcément, il y en a plus dans tes expects, tu as juste à rejouer un DBT run et tu prends tout ce qu'il y a dedans, tu le mets dans ton expect et c'est reparti. C'est un peu contraignant, mais franchement, ça nous a sauvé la mise plus d'une fois et je pense que la valeur ajoutée, elle est vraiment grandement impressionnante. Comment? Sur les dessins que vous créez, par perspective de la CPD, Ouais. là, vous faites en gros une ligne par test, à peu près. Ouais. C'est à peu près ça.
Mais au moins, tu es sûr que bah, ta transformation fait exactement ce que tu veux, les cas à la marge ils sont gérés. Et en fait, concrètement, si tu vas gérer les 2-3 cas à la marge, après, ça suffit. J'ai une autre question par rapport à ce qui avait été demandé tout à l'heure sur Vue, à savoir le fait que tu n'as pas la possibilité de travailler en local. Est-ce que, enfin, Vue, peut-être par Snowflake, tu n'as pas besoin de lancer Exactement. de 2 minutes. Pardon, pour toi, c'est acceptable, c'est pas une, tu passes pas ton temps à la machine à café avant que tu... Non, non, du coup, là, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Là, quand la connexion avec Snowflake, elle est beaucoup plus rapide et un job à se lancer, ça va prendre 3 secondes. Donc là, c'est beaucoup plus simple pour développer. Notamment si t'es sur, notamment si l'IDE, il y a, si le seul truc dont j'ai pas parlé qui est cool avec l'IDE, c'est que tu peux faire ce qu'ils appellent des previews. Et en fait, tu vas faire tourner ton modèle directement dans DBT Cloud et il va t'afficher la table que tu aurais si tu faisais tourner ça sur ton warehouse. Donc c'est quand même assez. Tac, du coup, je vais, présenter. Hop, partage. Désolé pour ce contretemps. Du coup, voilà, ça c'est la page d'accueil de DBT Cloud. Donc, vous voyez directement les différents environnements sur lesquels vous avez mis en place des jobs schedulés. D'ailleurs, c'est que j'en parle un petit peu, je vais pas expliquer ce que c'est, mais un job, concrètement, dans DBT Cloud, c'est simplement une suite d'instructions de DBT. Donc, ça va être DBT run tel modèle, DBT run tel modèle, ainsi. Et donc là, on va voir au premier coup d'œil quels sont les jobs qui sont passés et quels sont les jobs qui ne sont pas passés. Et là, typiquement, on voit qu'il y a un des jobs qui est en erreur, c'est la data quality. Et en fait, j'ai regardé ça tout à l'heure. Et en fait, c'est juste que là, il y a le bac qui a changé un des événements. Et du coup, maintenant, il y a certains événements qui arrivent dans la table de rejet. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit directement avec un œil, il y a la data quality, attention, elle est en erreur. Ensuite, là, c'est l'endroit où vous allez gérer vos différents environnements. Donc, par exemple, l'environnement de stage 2, vous avez dit que c'est l'environnement de pré-prod. Et tout simplement, on va lui donner un nom. On va lui dire est-ce que c'est un environnement de déploiement ou un environnement de développement. La version de DBT qu'on veut utiliser si jamais on veut que ce soit commun à tous les jobs qui utilisent cet environnement. Et est-ce qu'on veut trigger une branche qui est custom. Donc, tout simplement, nous, on a choisi de prendre la master. On verra que, par exemple, dans la prod, tout simplement, on va trigger un tag spécifique de la master, qui va vraiment nous permettre d'avoir des jobs qui sont schedulés à la fois sur la master et à la fois sur une release particulière de votre code DBT. Et ensuite, dessous, c'est là où on va voir les différentes connexions, donc la Snowflake, et là, bon, vous le voyez pas, mais bon, c'est les connexions à GitHub, hein, et donc voilà, ce qui est intéressant avec DBT Cloud, c'est que bah, toute cette gestion d'environnement qui est un peu complexe et potentiellement lourde, bah, c'est directement très simple à mettre en place ici, et vous avez besoin d'une journée pour mettre en place un projet sur DBT Cloud. Et ici, là, tous les jobs, c'est tous les jobs qui tournent régulièrement. Donc tout à l'heure, je vous parlais des jobs de CI, d'intégration continue. Mais en fait, voilà, ce qu'on va faire, c'est on va faire un seed, donc on va aller charger tous les CSV qui se trouvent dans notre projet qui nous intéressent. On va faire un run de tout ce qui a été modifié. Donc tout ce qui a été modifié, c'est, je sais pas si vous voyez très bien, là il y a un state et modify. Et du coup, en fait, tout ce qui a été modifié, tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après, on va le faire tourner pour être sûr qu'il n'y a pas de régression. Et ensuite, on va faire un test, tout simplement, avec tout le dev militaire dont je parlais tout à l'heure. Non, tu vas pouvoir l'avoir n'importe quand. Non, tu peux le mettre n'importe quand. State. Alors, le state, c'est justement le manifeste dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut committer tout au début. Et en fait, c'est pour ça que, en fait, il faut juste l'inclure dans ton package de CI/CD. Je reviendrai tout à l'heure, c'est justement une des prochaines étapes, c'est d'automatiser ça. On n'a pas envie, comme nous, en tant que développeurs, d'arriver, de créer une branche et de faire un commit. C'est pas normal. C'est juste qu'il faut le mettre dans la chaîne de CI/CD, c'est pas quelque chose qu'on a mis en place. Et sinon, ouais, c'est ça. En fait, tu vas comparer ce manifeste avec le manifeste qui est en train d'être généré. Et paf, il va faire tourner que ce qui est à modifier. Oui, ça va démontrer. Non, je sais pas. Si vous voulez,
Le seul truc que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on va pouvoir générer la documentation très facilement. Et enfin, en fait, quand on veut créer un job, on a juste à cocher une case pour lui dire, en fait, dès que tu as fini de faire tourner ce job, tu génères la documentation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer là-dessus. Et du coup, je vais replacer là pour les slides tech. Ah, merde. Du coup, désolé, c'est que je suis un peu égaré, mais je vais conclure rapidement. Pour moi, je dirais que DBT, c'est un outil qui est extrêmement flexible. Comme j'ai dit, on peut très facilement surcharger certaines méthodes pour pouvoir avoir exactement l'utilisation qu'on veut. On va pouvoir mettre en place de la CI/CD, ce qui est pas toujours facile à mettre en place dans des projets data. Et on va aussi pouvoir mettre en place vraiment des tests qui sont très profonds, très proches du métier. Et pour moi, DBT Cloud, la seule utilité, c'est que ça va grandement accélérer le time to market au début. Mais c'est vraiment euh, l'unique chose qu'elle amène. Ensuite, les prochaines étapes pour nous, ça va être de mettre plus de tests métiers. Donc potentiellement utiliser DBT Expectations, qui est tout simplement un plugin Rate Expectations qu'on voit tout à l'heure. Rajouter de la data observability et aussi du meilleur monitoring. Et finalement aussi générer directement le manifeste au cours de notre continuous deployment. Et aussi un truc dont je vais pas parler, mais la doc elle est générée, si j'en ai parlé plus loin, la doc elle est générée mais uniquement stockée sur des DBT Cloud pour l'instant. L'idée ce serait de faire un module Terraform tout simplement le mettre à disposition de tout à l'heure. Non, justement, pour l'instant le seul endroit où elle la génère c'est DBT Cloud de lui-même. Exactement. Dans un job c'est que des documents, ce qui est très vite canalisé. Merci pour tout. Et si vous avez des questions, peut-être on peut aller boire un coup et en parler tous ensemble là-haut. Ou alors rapidement maintenant, je sais pas. Merci.